Le fauteuil sur la chaîne Twitch TD Actu, Nitinia Simion, très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches à partir de 17h30 et ce jusqu'à 19h avant vos matchs NFL. Donc soyez bien installés devant votre chaîne Twitch, que ce soit à la télévision ou sur votre PC. Bref, soyez donc les bienvenus pour une nouvelle émission et un nouveau numéro du fauteuil. Cette saison, je rappelle que le fauteuil est sponsorisé par notre partenaire de paris en ligne, Unibet. Juste là, voilà, Unibet qui aura une part importante dans l'émission tout à l'heure. Et je vous salue à toutes et à tous dans le chat. J'espère que vous passez un très bon dimanche, même si là, la nuit est en train de tomber, en tout cas en France. Donc, bonjour à tous. Bonjour à Don Gussi. Bonjour à Chiriusis. Bonjour à Blackbird, bonjour à Fabien Aubard, bonjour à Florider07. Bienvenue à toutes et à tous, bonjour à Coinzel également sur cette chaîne Twitch TD Actu. Donc bienvenue pour cette semaine numéro 15, sur cet épisode numéro 15 du fauteuil. J'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas en tout cas à interagir sur le chat sur les principaux thèmes de la semaine qu'on vous fera part. Donc, dans cette émission, le programme du jour avec l'actualité de la semaine sur TD Actu et autour de la NFL en général. Ensuite, le débrief d'un match un peu tristouné entre les Rams de Los Angeles chez les 49ers de San Francisco. Tout cela, c'est avec où il y aura également. Yep. Je sais pas si qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ok. Alors, ouais, vous m'avez perdu durant quelques secondes. Me voilà de retour, hein, désolé. Ouais, non, non, je suis mort et je suis ressuscité. Voilà, comme tout ça en 5 secondes. On dirait un épisode de Game of Thrones ou de Walking Dead. Voilà, clairement. Ouais, non, désolé, problème technique. Donc, on va continuer. Donc, le programme du jour, je répète, le programme du jour. Donc, l'actualité de la semaine et tout ce qui s'est passé autour de la NFL. Le débrief du match entre les San Francisco 49ers et les Rams de Los Angeles. Ensuite, on aura le thème de la semaine, focus donc sur les Chicago Bears et retour sur la draft 2017 avec les Chicago Bears et d'autres joueurs qui auraient pu être dans cet effectif. Est-ce que les Chicago Bears auraient eu deux changements de coach, ou voire trois changements de coach et deux quarterbacks différents si la draft 2017 aurait pris une autre tournure? Pas sûr. Voilà, donc c'est ce qu'on va tenter donc de refaire. On va tenter de refaire l'histoire avec Kevin Renaudet. Et ensuite les paris en ligne via Unibet, la présentation de l'avant-match. Et puis malheureusement, alors là, vous avez vu qu'il y a une nouvelle extension du quiz sur la chaîne Twitch. Malheureusement, on ne va pas l'utiliser cette semaine. Donc ce qu'on va faire à la fin de l'émission, si on a le temps, c'est une séance de questions-réponses. Les questions que vous avez dans le chat. Vous pouvez me les poser sur la NFL, sur la NCAA, sur la draft. Voilà, tout ce qui est autour du football américain, vous avez le monopole durant la fin de l'émission. Voilà, pendant 10 minutes, 10-15 minutes sur le fauteuil et donc la fin de l'émission. Alors, Guigui qui dit je n'ai pas cette extension sur mobile. J'ai pas essayé. Clairement, j'ai pas essayé. Je ne sais pas s'il y a sur mobile. En tout cas, sur PC, elle existe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est peut-être pas développé sur mobile. Qui sait? Donc voilà. On va essayer la semaine prochaine. En tout cas, il y aura le retour des quiz, mais pas cette semaine. Malheureusement, il n'y aura pas de cadeaux
à gagner via le fauteuil. Donc, on va continuer avec l'actualité de la semaine. Et je rappelle qu'après le fauteuil, il y a un match à 19h sur M6+, commenté par Alain Maté et Raphaël Masmejean. Ce match, ce sera les Texans de Houston qui recevra les Miami Dolphins. Et justement, les Dolphins de Miami font l'actualité cette semaine avec Odell Beckham Jr. Et oui, le receveur des Miami Dolphins qui quitte déjà l'équipe de Mike McDaniel. Alors, ce n'est pas tellement surprenant, hein, il faut dire, parce que Odell Beckham Jr. n'est apparu qu'à 9 reprises cette saison pour 9 réceptions, 55 yards, 0 touchdown. Donc, déjà dans la production statistique et dans la production sur le terrain, la coupe est logique. Maintenant, après, il faut dire que Odell Beckham Jr., il a 32 ans. Donc, il est dans la deuxième moitié de sa carrière. Et ce n'est plus le receveur qui était un receveur numéro 1, receveur numéro 2 à l'époque du côté des Browns de Cleveland ou des New York Giants. Donc, c'est très difficile pour Odell Beckham Jr. De continuer sa carrière, surtout qu'il a eu quand même de graves blessures, et notamment cette rupture des ligaments croisés au Super Bowl, qui ne lui a pas permis de prolonger l'aventure avec les Rams. Oui, voilà, c'est ce que me dit Guigouti. Obligé ne s'est pas remis de ses croisés, tu ne penses pas? Je ne pense pas. Effectivement, qu'il s'en est remis, mais en même temps, il faut qu'il trouve un autre moyen d'exister. Il y en a hein, des trentenaires receveurs qui existent encore. Regardez Mike Evans, tout simplement, des Tampa Bay Buccaneers, et euh, regardez également Adam Thielen des Carolina Panthers. Regardez encore la saison qu'il est en train de faire avec cette équipe. Donc voilà, il doit trouver un autre moyen d'exister. Peut-être effectivement qu'il va chercher un candidat au titre pour avoir peut-être un deuxième Super Bowl, et ce sera peut-être aux Rams de Los Angeles qu'il aura ou pas, qui sait, ou peut-être aux Ravens de Baltimore, comme le dit bien Cherry 6. Voilà, ou peut-être la retraite, me dit Erson Raiders One 1886. Je ne pense pas dans l'immédiat. Je ne pense pas dans l'immédiat. Il a encore quelques années à donner. Maintenant, après, vu le passif récent qu'il a au Del Beckham Jr., ça risque quand même d'être compliqué pour la suite de sa carrière. Après, voilà, il faut qu'il y ait peut-être une équipe pour le titre qui le relance dans un rôle de receveur numéro 3, voire numéro 4, peut-être les Chiefs. Qui sait, voilà, puisque Hollywood Brown va peut-être revenir, mais on ne sait pas trop son niveau. Peut-être aux Ravens, justement, peut-être. Je peux penser également aux Lions de Détroit, même si le corps de receveur est déjà bien fourni. Bon, il y a beaucoup de possibilités pour Odell Beckham Jr. Pour relancer sa carrière et pour peut-être, effectivement, bien la terminer en NFL. En tout cas, il le sait qu'il n'a plus de temps à perdre. Ensuite, on va passer à une autre actualité, une actualité entraîneur désormais, et ça concerne notre bon vieux Bill Belichick. Et oui, Bill Belichick est le nouvel entraîneur de North Carolina. Bill Belichick qui a fait l'actualité cette semaine, mais aussi sur TD Actu. On a même fait un article sur lui disant qu'il était peut-être dégoûté par la NFL. En tout cas, il faut savoir que Bill Belichick a sans doute eu des approches des équipes NFL, mais n'a pas forcément été convaincu par les projets. Donc c'est peut-être aussi cela qui a fait pencher la balance en faveur d'une université NCAA, puisqu'il va entraîner donc l'université de North Carolina. Alors le choix de North Carolina n'est pas surprenant en termes d'affection, parce que Bill Belichick, maintenant, il aime bien avoir, on va dire, des connaissances, on va dire, dans l'organigramme, et un passé familial, en tout cas, pour choisir sa future équipe ou université. Son père était assistant, en tout cas, dans les années 50, avec l'université de North Carolina. En tout cas, c'est quand même assez surprenant de voir un entraîneur qui est quand même vainqueur 6 fois du Super Bowl faire un saut. Alors, ça dépend le saut comment vous le décrivez. Est-ce un saut en arrière? Est-ce un grand saut de la NFL vers la NCAA? C'est très rare de voir ça.
Il y en a eu quand même. Il y a récemment Jim Harbaugh qui avait fait le saut, on va dire, entre la NFL et la NCAA. Il était quand même finaliste au Super Bowl avec les 49ers de San Francisco en tant qu'entraîneur principal. Et ensuite, il est allé entraîner Michigan. Et ben là, Bill Belichick, il passe tout de même d'une année de césure après son long règne aux Patriots vers une université un programme en tout cas de football qui n'est pas vraiment un spécialiste. Parce que North Carolina, il faut le dire clairement, c'est pas vraiment un programme de football, c'est un programme plus de basket. Où il y a notamment Michael Jordan, le basketteur, le célèbre basketteur des Bulls de Chicago, qui est passé. Et North Carolina, récemment, bon, il y a Drake May qui est sorti de cette université, mais c'est pas forcément une fac de football. Et, euh, et puis, il y a également, ils ont fait une saison à 6 victoires, 6 défaites. Ce n'est pas la meilleure équipe de leur conférence, qui est la conférence ACC. Donc, parce que dans la conférence ACC, il y a des équipes comme Florida State, comme Clemson. D'ailleurs, Camille me cite également Stanford, qui fait partie de cette conférence ACC. Et Jay Harbaugh avait déjà coaché effectivement Stanford avant les 49ers. Donc oui, il y en a eu des entraîneurs qui ont fait le grand saut de la NCAA vers la NFL, mais de la NFL vers la NCAA, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Et donc, voilà, maintenant, Bill Belichick, clairement, son embauche par North Carolina, ça va donner un vrai coup de projecteur pour la NCAA et surtout pour l'université North Carolina, pour les jeunes joueurs qui vont peut-être inscrire leur nom dans ce programme, voilà, pour devenir quarterback, running back, pass rusher, cornerback. C'est vraiment le nom, ça peut faire la différence dans le choix de l'université, à moins que le jeune joueur se montre peut-être un peu plus intelligent et préfère un programme un peu plus innovateur. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, Bill Belichick a 72 ans et il remplace Mac Brown qui en avait 73. Donc, North Carolina, dans ce domaine-là, ils ne font pas tellement on va dire, dans la nouveauté. On va dire qu'on fait du neuf par du vieux, voilà, comme on dit dans le jargon. Merci à Oops57 de s'être abonné avec Prime, c'est son 21e mois d'abonnement. En tout cas, voilà, Bill Belichick et le nouvel entraîneur de North Carolina, en tout cas la saison 2025 NCAA, sera peut-être beaucoup plus suivie aux États-Unis que d'habitude. Voilà, je rappelle en plus que la NCAA fait aussi l'actualité cette semaine avec les trophées individuels décernés cette saison. Et puis la semaine prochaine, il y aura les playoffs NCAA également pour déterminer le champion universitaire en début d'année 2025. On va passer à l'avant-match, le jour du match, avec donc quelques blessures et quelques retours aussi, notamment Marshall Latimore, qui est prêt. Il va jouer son premier match avec les Commanders de Washington après son échange retentissant des Saints vers les Commanders. Alors, il y a quelques actualités également qui sont là. On parlera de Devondre Campbell tout à l'heure. Bill Belichick, j'en ai déjà parlé, il a eu des approches avec les Jets, mais si on va un peu plus bas, notamment dans les blessures, notamment si tu veux bien descendre, Camille. Camille qui a la technique et que je salue également et qui affiche notamment le site TD Actu. Si tu veux bien descendre, donc pour voir effectivement les blessures. Voilà, Evan Engram, notamment le Tayen qui malheureusement a terminé sa saison pour cause d'une blessure au labrum. Et puis également Trevon Diggs, le cornerback des Cowboys, qui est également absent du côté des Chiefs, de retour avec Harrison Butker et Hollywood Brown, qui est de retour, mais qui ne devrait pas jouer normalement ce week-end. Mais il est en avance, en tout cas sur son programme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Chiefs et pour Patrick Mahomes. Parmi les joueurs qui devraient jouer et qui ne devraient pas jouer ce dimanche, alors là, je vais faire un peu. Je vais balancer des noms là, comme ça, là, pour la fin de l'actualité de la semaine. Voilà, il y a des joueurs qui devraient jouer. Keon Coleman et Bucky Irving, les rookies, devraient jouer du côté des Bills et des Buccaneers notamment. Du côté des absents, on a George Pickens du côté des Steelers de Pittsburgh qui est absent. On a également Rasul Douglas, le cornerback des Bills, absent. C'est un peu une bonne perte ça pour la couverture aérienne des Bills, surtout qu'ils jouent les Lions ce week-end.
dans peut-être un futur Super Bowl. Voilà, qui sait. Kenneth Walker, normalement, a annoncé un certain, il ne devrait pas jouer. Normalement, il ne devrait pas jouer le joueur des Seattle Seahawks. Donc, pour ceux qui l'ont en fantasy, mettez-le sur le banc immédiatement. Et puis, je ne sais pas voilà, comment il pourrait faire pour être en forme, surtout vu le match de Zach Charbonnet la semaine dernière. Justement, les Seahawks qui font partie de la NFC West, eh ben, c'est le moment de faire le débrief du match entre les San Francisco 49ers et les Los Angeles Rams. Et j'ai à mes côtés un supporter des 49ers. En tout cas, il aime bien cette équipe des 49ers et on va en parler avec lui. Qui de mieux pour en parler avec lui? Kevin Renaudet est également avec nous pour ce débrief entre les 49ers et les Rams de Los Angeles. Je vois que tu as un super t-shirt, Kevin, qui respecte le thème Eh de la... oui, on est prêt pour la discussion et le thème de la semaine. Ouais, le thème de la semaine. Alors, Guigui Twig qui me dit combien d'absences pour Détroit en défense, Litinia? Je pense qu'il y en a au moins une dizaine. Hmm. Peut-être. Bon, il y a Dan Hutchinson, il y a Carlton Davis, il y en a beaucoup. En tout cas, Dont leur meilleur joueur défensif, Aidan Hutchinson. exactement. Oui, voilà. Et je pense que ça devrait encore durer, mais bon, de toute façon, ils sont qualifiés pour les playoffs, donc clairement, ils peuvent attendre avant de revenir, les joueurs clés de la défense des Lions de Détroit. Kevin, comment tu vas? Bah ça va super bien. Écoute, on est prêt pour un nouveau dimanche. Prêt pour un nouveau dimanche en NFL. Et jeudi, les gens qui ont regardé le match entre les 49ers San Francisco et Los Angeles Rams ont dû passer une soirée un peu triste, on va dire, si les gens voulaient voir du football offensif. Par contre, ceux qui voulaient voir du football défensif, là, ils ont été servis. Donc, victoire des Los Angeles Rams 12-6 donc, sur les San Francisco 49ers. Le titre du résumé d'Alamatei, perdu sous la pluie. Perdu sous la pluie. Bref. C'est vrai qu'il pleuvait énormément du côté de Santa Clara en Californie. C'est un peu la saison en ce moment. Euh, mais on va aller directement au constat du résultat. Kevin, avec cette défaite, il passe de 11% à 0,1% de chance de se qualifier pour les playoffs. Autant dire que la saison, elle est un peu ratée du côté des 49ers. Oui, bah elle est complètement ratée. Bon, 0,1% équivaut finalement à 0% puisque ils sont à une victoire et quatre défaites dans la division. Donc ça n'existe pas une équipe qui se qualifie avec un bilan aussi négatif dans la division. Et ouais, finalement, ce match qui est un peu le résumé de la saison, quoi. Une équipe qui arrive pas à s'en sortir, qui répète les mêmes défauts à chaque semaine. Et voilà, on arrive en fin de saison, ça se paye et il va falloir se concentrer sur la saison prochaine. Il va falloir se concentrer sur la saison prochaine. Le chiffre à retenir, Kevin, c'est 191. 191 yards. C'est le deuxième plus faible total en termes de yards cumulés sous l'ère Kyle Shanahan. La dernière fois, c'était en finale de conférence nationale en 2022 face aux Eagles Philadelphie. Ils avaient une bonne raison parce que Brock Purdy était blessé. Mais là, Brock Purdy était là. George Kittle était là. Deebo Samuel était là. On a Ok, Trent Williams n'était pas là sur la ligne offensive, mais en attaque, on a l'impression que cette saison, on a cherché l'identité des 49ers en attaque. Finalement, on ne l'a jamais trouvé, Kevin. Non, on l'a jamais trouvé. Et puis bon, il y a comme quelque chose qui revient souvent avec Brock Purdy, c'est que dès qu'il fait pas beau, bah, c'est plus compliqué pour lui. Là, il y avait beaucoup de pluie, il a jamais trouvé le rythme. Kyle Shanahan n'a pas semblé très inspiré. C'est arrivé très souvent cette saison où on s'est demandé un peu où était passée la petite touche de magie que peut apporter Kyle Shanahan dans cette attaque. Oui, il y a des absents, Christian McCaffrey notamment, Brandon Ayuk aussi, qui a beaucoup manqué, qui était un élément très important la saison dernière, mais quand même, il y avait du talent dans cette équipe. La défense était bien présente, donc il y avait quelque chose à faire, et l'attaque a jamais su répondre, et c'est ça aujourd'hui qui coûte cette défaite. Ouais, l'attaque elle n'a pas été présente. La défense, quand même, a tenu bon. Je pense qu'on va pas vraiment aller dessus pour expliquer cette défaite. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait en tout cas, bon, la saison, on va dire qu'elle est quasiment terminée. Est-ce que les individualités ont bien failli cette saison? Bah, Christian McCaffrey était absent la moitié du temps, mais je pense notamment à Deebo Samuel qui coupe autant d'un vilain ballon relâché dans le troisième quart-temps qui aurait dû se transformer, je pense, en un touchdown. On a après lui bah, des receveurs qui n'arrivent pas à faire le trou et qui personne n'est qu'un rookie.
Est-ce que là, on sent une équipe en fin de cycle ou est-ce que il y a encore des années avec cette équipe et avec Kyle Shanahan pour espérer, pourquoi pas, retourner en playoff et pourquoi pas retourner en finale de conférence nationale? Non, une fin de cycle, je pense que c'est prématuré. Il y a quand même des jeunes joueurs. Le coach est aussi assez jeune. Bon, il y a une remise en question à faire, mais il y a encore du monde. Voilà, après, Isaac Guerrero, running back, qui est le running back numéro 4, on le rappelle, en début de saison. Voilà, les trois premiers se sont blessés au fur et à mesure de l'année. Bon, Brandon Ayuk qui manque à l'appel, mais qui est encore très jeune aussi. C'est vrai que Deebo Samuel, lui, est complètement passé au travers cette saison. C'est le 12e ou 13e plus gros salaire au niveau des receveurs. Et voilà, il est même pas dans le top 40 de aucune catégorie statistique cette saison. Donc, c'est lui qui manque vraiment à l'appel. Voilà, mais il y a quand même des motifs de satisfaction en attaque. Jawan Jennings qui a complètement éclos, notamment cette saison, et qui va pouvoir apporter dans les futures années. Donc non, une fin de cycle, c'est prématuré, mais clairement, il y a des ajustements à faire. Ah oui, je vois 59 réceptions, 805 yards, 6 touchdowns pour Jawan Jennings et Deebo Ouais. Samuel, c'est quasiment la moitié. 43 réceptions, 569 yards, un touchdown cette saison pour Deebo Samuel. Brock Purdy, 14 sur 31, 142 yards, une interception. Tu l'as dit, sous la pluie, il n'a pas forcément été très bon. Mais en même temps, on va dire on peut pas lui imputer la défaite, hein, parce que clairement, hein, c'est pas vraiment de sa faute, hein. Il faut quand même que les receveurs se démarquent. Est-ce que tu crois encore en Brock Purdy pour la saison prochaine? Est-ce que tu penses qu'il faudra quand même lui mettre un concurrent de qualité pour qu'il soit à la hauteur des ambitions, peut-être, des 49ers? Bah, je sais pas, il a quand même montré des choses intéressantes sur ces 3 premières années. Et, euh, et bon, il y a clairement des ajustements. Il est en progression. On rappelle que c'est seulement sa deuxième saison complète au poste de titulaire. Voilà, on arrive à un moment où il va falloir parler contrat. C'est peut-être aussi le bon moment pour San Francisco de lui donner ce contrat parce qu'il va être moins cher que ce qu'il aurait pu être la saison dernière. C'est peut-être le moment Mhm. aussi d'en profiter, de le proposer un contrat à long terme. Voilà, de toute façon, c'est lui qui est en place. C'est vers lui que la franchise se tourne pour les prochaines années et elle vivra ou elle mourra à travers ce choix. Alors, en plus de la défaite, il y a aussi eu des tensions en interne, hein, du côté des 49ers, notamment Devondre Campbell qui n'a pas voulu du tout jouer en seconde période. Comment tu peux l'expliquer? Est-ce que Kyle Shanahan a perdu une partie du vestiaire, tu penses? Je sais pas, je pense qu'il y a un problème d'ego côté Devon et Campbell. C'est assez incompréhensible. On parle d'un joueur qui est arrivé à San Francisco sur la pointe des pieds parce que Dre Greenlow était blessé et que Eric Kendricks avait finalement choisi les Cowboys. Voilà, il se tourne vers ce joueur-là. Et puis voilà, Dre Greenlow revient et Vive d'un la seul cage pour coup, Dre Greenlow, hein. ouais, Dre Greenlow qui fait d'ailleurs un Ouais. très beau retour. Et Mhm. puis on a un joueur qui, je sais pas, fait une crise d'ego alors qu'on est dans une équipe quand même où il y a Fred Warner qui se fait piquer la cheville avant chaque match depuis le premier tiers de saison. On a Dre Greenlow justement qui revient d'un tendon d'Achille. On a Ricky Pearsall qui se fait tirer dessus et qui joue 6 semaines après. Voilà, Mhm. c'est un peu mal placé quand même dans ce vestiaire de jouer la diva et de partir alors qu'on n'était qu'une solution de remplacement au départ. Exactement. Ouais, et puis les réactions d'après-match suite à ça, on était plus focus sur Devondre Campbell que la défaite en lui-même. Je pense aussi que les joueurs avaient bien compris qu'en perdant, je pense que c'était presque terminé pour aller en playoff. On a eu Charvarius Mooney-Ward qui a parlé. On a également Fred Warner qui a également parlé. George Kittle également. Voilà, et Devondre Campbell donc est quasiment coupé. Il n'est pas coupé, je pense, officiellement, mais il est quasiment hors de Ouais. l'effectif aujourd'hui du côté des 49ers. On oublie, hein, Kevin, qu'il y avait une équipe vainqueur et un adversaire qui s'appelle les Los Angeles Rams, donc un rival de division. Les Rams, alors je vais quand même faire le scénario du match. Il y avait 11 punts en première mi-temps et 2 field goals, 3-3 donc à la mi-temps. Puis les Rams se réveillent en seconde période, en tout cas en attaque, avec Puka Nacua qui a encore été assez exceptionnel avec des réceptions en veux-tu, en voilà, notamment sur la tête de Charvarius Ward à un moment qui a fait le tour des réseaux sociaux. Puka Nacua, c'est 7 réceptions, 97 yards. Le deuxième, il a 21 yards. Voilà, donc vous pouvez penser ce que vous voulez. Karen Williams, 29 courses, 108 yards. Mais pas de touchdown lancé par Matthew Stafford qui a 16 sur 27, 160 yards. Est-ce que les Rams maintenant savent gagner
de manière petite, on va dire, alors que la semaine dernière, ils avaient gagné dans les grandes largeurs face aux Buffalo Bills, 44-42. Ouais, bah les Rams qui profitent d'un Puka Nacua qui est absolument extraordinaire. Je pense que derrière le trio de tête, Jamar Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb, c'est quasiment le meilleur receveur de la ligue en ce moment, et tellement il est exceptionnel, à tel point que Cooper Kupp fait un gros zéro pointé sur ce match, zéro réception. Zéro. Trois fois Euh, ciblé, zéro réception. Effectivement. Donc, bah oui, ça leur profite. Surtout que Matthew Stafford a été un peu en demi-teinte, j'ai envie de dire. Il a eu de la réussite quasiment 3 fois. Il y a des interceptions assez évidentes qui sont droppées par les défenseurs des Niners. Ça aurait pu mal tourner aussi pour lui. Bon, ça se passe finalement bien. Il repart avec la victoire. Et puis, ouais, il profite clairement de la forme incroyable de Puka Nacua. Alors cette victoire, on peut la qualifier de défensive. Il faut savoir que cette saison, les Rams, ils ont commencé à une victoire, 4 défaites début octobre. On se disait, ouais, les Rams, ça va être compliqué pour atteindre les playoffs au vu du calendrier. Mais depuis, c'est 7 victoires, 2 défaites et donc un bilan de 8 victoires, 6 défaites. Sean McVay prouve une nouvelle fois qu'il est un entraîneur de qualité. Mais c'est surtout cette défense très jeune qui, sur toutes les lignes, a vraiment du talent un peu partout. Par exemple, Kobe Turner, 2 sacs, une interception pour Darius Williams, des passes défendues pour Cameron Kitchens. Il y a du talent aussi en défense, en plus de l'attaque, Kevin. Ouais, c'est finalement les squads qu'on n'attendait pas du côté des Rams où tout le monde se concentrait sur l'attaque et finalement en défense ils trouvent aussi des solutions, c'est vraiment intéressant. Après bon, son début de saison était un peu en trompe-l'œil puisqu'ils perdent très rapidement Cooper Kupp ou Kanakua, derrière c'est compliqué, t'as Tutu Atwell, Colby Parkinson, c'est à peu près tout pour sur qui lancer le ballon. Donc c'est sûr que Mhm. ça s'en est ressenti dans le bilan, mais oui, cette défense c'est un vrai point positif qui est en plus très jeune, donc qui va pouvoir perdurer dans le temps et c'est vraiment intéressant pour eux. Ouais. J'étais en train de vérifier les stats de Puka Nacua en seulement 10 matchs. Il a quand même 61 réceptions, 805 yards et 9 Numéro 1 et NFL. ouais, et ouais, c'est ça et 3 touchdowns. Voilà, bon, les touchdowns ça reste anecdotique mais quand même 805 yards alors qu'il a loupé 6-7 matchs, c'est quand même Mm. assez énorme. Pour terminer, alors les Rams, je regarde leur calendrier. New York Jets en déplacement et ensuite réception des Cardinals d'Arizona puis des Seahawks de Seattle. Tu penses qu'ils sont bien partis pour atteindre les playoffs ou tu penses qu'ils vont être encore qu'ils vont être courts cette saison? Oui, les playoffs, ça paraît quand même très bien parti au vu de l'état de forme. En plus, ils ont leur destin entre leurs mains puisqu'ils ont qu'un match de retard sur les Seahawks pour aller chercher la division. Ils vont les affronter. Donc Ok. clairement, ils ont leur destin en main pour aller chercher cette division. Et sur l'état de forme actuel, ils font quand même office de légers favoris. Ça va être serré quand même avec les Seahawks, mais ouais, ils offrent de belles garanties et ça semble être l'équipe la plus puissante de la division en ce moment. Ouais, là, qui est la plus puissante. Attention aux Seahawks de Seattle. Il ne faut pas oublier également qu'ils sont aussi sur une très très belle série et que Mike McDonald, je pense, a bien trouvé aussi une belle alchimie, notamment avec sa défense. En tout cas, bravo aux Rams de s'être imposés 12-6. Pour les 49ers, probablement, on les reverra la saison prochaine. Pour les Rams, il reste encore beaucoup d'espoir pour atteindre les playoffs. Ce sera la deuxième qualification consécutive après celle de l'an dernier pour les hommes de Sean McVay. Voilà ce qu'on pouvait dire donc du débrief entre les Rams de Los Angeles et les San Francisco 49ers à Santa Clara. Mika NFL qui dit il est monstrueux, Pukanakua probablement, c'est sûr. Alors Brian Blitz 31 qui nous dit est-ce que McConkey joue ce soir? Normalement oui, il devrait jouer. Là, McConkey ce soir pour les Los Angeles Chargers. Pour ceux qui l'ont en fantasy, peut-être n'hésitez pas à le titulariser. Hein. Il va encore faire des réceptions, contrairement à d'autres coéquipiers qui ont les mains savonneuses. Bon, voilà, en tout cas. De qui parles-tu? D'équipe d'un certain Quentin Johnston, monsieur. Voilà, ça y est, j'ai dit son nom. Voilà, bon, bref. En tout cas, oui, McConkey normalement devrait jouer ce soir pour les Chargers de Los Angeles qui affronteront pardon, les Buccaneers de Tampa Bay. On en parlera tout à l'heure. Direction la NFC Nord, Kevin, pour notre thème de la semaine, et direction l'Illinois, l'État de l'Illinois avec les Chicago Bears qui nous intéressent cette semaine. On a déjà fait un premier numéro de notre série Retour vers le futur qui était consacré aux New York Giants. Et avec, alors pour ceux qui écoutent plutôt le podcast, alors Kevin, il a un joli t-shirt Chicago Bears. Hein, il faut le savoir pour respecter
le thème de la semaine. Donc, les Chicago Bears donc, et l'intersaison 2017. On va refaire le contexte ensemble, Kevin. Ils sortent d'une saison à 3 victoires, 13 défaites. À l'époque, il y avait 16 matchs en saison régulière avant donc, cette saison qui en a 17. John Fox est en place depuis 2 saisons. Le voilà, John Fox, là, pour ceux qui ne s'en souviennent toujours pas. John Fox, en 2 saisons, il a fait 9 victoires, voilà, et 23 défaites. Là, on va venir à l'intersaison 2017 et on va conseiller Ryan Pace. Est-ce que toi, tu penses, Kevin, qu'il fallait, à ce moment-là, conseiller à Ryan Pace de limoger John Fox, puisqu'il n'arrivait pas à faire décoller cette équipe? Oui, bah, je pense on sort même de plusieurs saisons où finalement il n'a pas fait progresser cette équipe, il n'arrive pas à les ramener en playoff du tout. Il y a pas eu vraiment de valeur ajoutée à l'arrivée de John Fox chez les Bears et oui, on était arrivé à un point où il fallait apporter un peu de changement. Ouais, et puis en plus, il a terminé 2 fois quatrième de la division NFC Nord, qui à l'époque était dominée par les Packers d'un certain Aaron Rodgers. Et puis donc, si on dit non, donc on le vire, on a quand même 2 entraîneurs qui étaient sur le marché et qui étaient disponibles. 2 jeunes entraîneurs. Le premier, c'est l'entraîneur des 49ers aujourd'hui, Kyle Shanahan. Voilà, qui était, en plus, on le voit à l'image, qui était avant coordinateur offensif des Falcons. Et puis un autre coordinateur offensif qui était jeune aussi et qui est aussi un entraîneur de l'équipe dont on va parler tout à l'heure, bah, c'est Sean McVay, qui était un coordinateur offensif des Commanders. Donc ils sont très jeunes tous les deux. Est-ce que tu penses que Kyle Shanahan ou Sean McVay, ça l'aurait fait du côté des Bears de Chicago, en tout cas pour qu'ils prennent l'équipe en 2017, ou est-ce que tu penses que c'était trop tôt pour prendre une équipe qui était assez jeune, avec quand même quelques joueurs expérimentés? Bah, je pense qu'un coach comme Kyle Shanahan, ça aurait pu être très intéressant pour eux, oui, effectivement, puisque bon, c'était le candidat vraiment à la mode cette année-là. Bon, il sortait d'un Super Bowl perdu, le fameux 28-3 face Enfin, aux Patriots, 28-3. Exactement. qui a été perdu, mais malgré tout, il avait eu des expériences très très solides au poste de coordinateur défensif aux Falcons et puis à Washington aussi. Donc oui, ça aurait été vraiment un bon choix. Après, voilà, quand il y a les 49ers avec leur effectif qui arrive et qui le sollicitent, c'est sûr que les Bears avaient du mal à lutter. Après, Sean McVay, c'était un choix intéressant aussi, mais voilà, il avait que 31 ans, c'était un choix très risqué. Les Rams sont sautés dessus finalement. Mais voilà, je peux comprendre aussi que les Bears se soient tournés vers un entraîneur peut-être un peu plus expérimenté. Ouais, voilà. Et donc, ils ont conservé John Fox. Alors, qui préférais-tu miser si jamais Kashana était disponible, tu aurais misé sur lui. Donc, j'imagine. Si Oui, on oui, veut. il offrait Ouais. quand même plus de garanties cette année-là. Donc, on va dire en 2017, Kyle Shanahan, voilà, il est entraîneur des Bears. Voilà, on est en 2017. Maintenant, il y a la Free Agency, voilà, en 2017 qui arrive. On a Jay Cutler qui est en fin de contrat. Alors, Jay Cutler, c'est le quarterback à l'époque des Chicago Bears. Il a quand même pas fait une mauvaise saison hein, avec les Bears de Chicago en 2016. Alors, je suis en train de chercher les statistiques pour ceux qui nous écoutent via le podcast. Donc, alors, oui, il a fait que 5 matchs, une victoire, 4 défaites, mais 4 touchdowns et 5 interceptions. Et en 2014, il réalise quand même une bonne saison à 28 touchdowns, 18 interceptions. Il est donc sur le marché. John Fox l'a dit même en conférence de presse, il ne faut pas repartir avec ce quarterback. Et pourtant, les Chicago Bears engagent Mike Glennon comme quarterback on va dire, doublure voilà, pour ce qui est de la réalité. Pourtant, parmi les quarterbacks disponibles, on avait Kirk Cousins, Robert Griffin III, Brian Hoyer, Brock Osweiler ou encore Ryan Fitzpatrick, voire Geno Smith. Qui aurais-tu pris voilà, à la place de Mike Glennon? Bah, je pense que Kirk Cousins, c'était quand même un choix qui pouvait s'imposer statistiquement. Il est imbattable hein, par rapport aux autres à ce moment-là. Il sort de 3 saisons à 4 milliards. Voilà, Mhm. c'est très, très, très solide à Washington. Bon, c'est sûr que les Vikings Ouais, se sont aussi il y a bougés aussi sur les son cas. Vikings. Ouais.
Mais clairement, sur la liste que tu as citée, il sortait quand même du lot, puisque voilà, Robert Griffin n'était plus du tout le Robert Griffin qu'il avait pu être. Osweiler aussi Mhm. était, après sa grosse hype, avait signé son gros contrat et avait montré à tout le monde à Houston que c'était finalement trop compliqué pour lui. Donc, Mhm. ouais, ça s'imposait. Après, peut-être ils se sont séparés un peu vite de Jay Cutler aussi, qui sortait finalement de belles choses. Donc, est-ce que toi, tu aurais gardé Jay Cutler, tu aurais fait all-in aussi sur Kirk Cousins et ainsi à la draft, on prend pas de quarterback, ou alors tu aurais gardé Jay Cutler? Je pense que j'aurais gardé Jay Cutler encore une saison et j'aurais essayé Mhm. de drafter aussi un quarterback et le faire attendre peut-être une saison ou deux derrière Jay Cutler et faire une transition en douceur. C'est souvent un choix gagnant pour les équipes qui le font. Ouais, c'est souvent un choix gagnant pour les équipes qui le font, le prolonger une année. Alors peut-être que Jay Cutler n'a pas voulu y aller, mais bon, avec Kyle Shanahan, peut-être que Jay Cutler serait resté. Donc on va garder Jay Cutler dans l'effectif des Bears. Et donc arrive la draft NFL 2017, Kevin, parce que là, cette intersaison, bon là on voit Mitch Trubisky qu'on voit apparaître. En deuxième position, les Chicago Bears sont même montés pour aller le chercher. Voilà, ils ont quand même lâché deux premiers tours de draft, plus un troisième tour, il me semble, de draft pour aller le chercher. Il faut savoir que Mitch Trubisky était, parmi les quarterbacks de la QV 2017, le meilleur quarterback qui était disponible. Et oui, il faut le savoir, ça. Il y en avait d'autres. Il y avait Patrick Mahomes, donc, comme vous le savez, qui vient de Texas Tech. Et il y avait aussi Deshaun Watson, qui vient de Clemson et qui sortait d'une très belle saison à Clemson. Mais celui qui avait la grosse cote, c'était Mitch Trubisky. Est-ce que, pour toi, voilà, Mitch Trubisky qui était drafté en deuxième position, bon, je pense qu'on le sait, c'était pas la bonne décision. Mais est-ce que tu penses que Patrick Mahomes, quarterback de Texas Tech, aurait fait mieux que Mitch Trubisky? C'est quand même compliqué à dire parce que Patrick Mahomes, quand il arrive de l'université, il sort d'un système à l'université où on a du mal à imaginer comment il va faire la transition rapide vers la NFL. On ne le pense pas prêt tout de suite. Bon, c'est sûr que là, on vient de garder Jay Cutler, donc mettre Mahomes un an derrière, Voilà. ça peut peut-être fonctionner aussi, comme ça a pu fonctionner derrière Alex Smith, surtout avec un Kyle Shanahan qui a quand même un bon esprit offensif et qui peut développer des quarterbacks. Donc, dans ce Hmm. cadre-là, oui, effectivement, Patrick Mahomes, ça pourrait peut-être fonctionner, mais voilà, c'est un gros point d'interrogation parce que, je le répète, Patrick Mahomes n'était pas prêt à la NFL quand il est drafté. Est-ce que Deshaun Watson, tu penses, aurait été plus, on va dire, prêt également, plutôt que Mitch Trubisky, ou c'est le même constat que Patrick Mahomes? C'est un peu entre un Mitchell Trubisky qui semblait être très très prêt et puis un Patrick Mahomes qui ne l'était pas du tout. C'est un choix un peu entre deux, mais ça aurait été intéressant aussi parce que oui, il aurait peut-être pu prendre plus de responsabilités, mais là encore, on garde Jay Cutler, donc à choisir, peut-être que Voilà. développer Patrick Mahomes derrière, ça aurait été un bon choix. Et donc, avec ce troisième choix, parce qu'ils avaient le troisième choix, les Chicago Bears, là, je vois dans la liste, je vois du Solomon Thomas, du Leonard Fournette, du Mike Williams, du Christian McCaffrey, également, running back. Je vois également du Marshall Lattimore, dont on a parlé tout à l'heure, de Hassan Reddick. Est-ce que un de ces joueurs aurait fait le bonheur des Bears de Chicago? Oui, bien sûr. Ben, je pense tout de suite au poste de running back, puisque je rappelle, hein, ils vont partir sur cette saison avec Jordan Howard et Tariq Cohen comme running back. Donc, quand il y a un phénomène comme Christian McCaffrey, qui, je le répète, était un phénomène déjà à l'université, on savait qu'est-ce qu'on avait avec Christian McCaffrey. Et oui, clairement, à la place de Howard et Cohen, avoir un McCaffrey avec Jay Cutler en quarterback, ça aurait été un duo quand même très très joli à voir. Ouais, très joli. Et peut-être plus de victoires que le bilan de 5 victoires, 11 défaites en 2017. Donc, on a Kyle Shanahan en tant qu'entraîneur qui a une attaque basée aussi sur le jeu de course. On a Jay Cutler en quarterback pour la saison 2017. On a donc drafté Christian McCaffrey, voilà, en tant que running back au premier tour. Et là, donc, arrive le deuxième tour. Alors là, le deuxième tour, je pense que là, les Bears, ils nous ont fait une disaster class assez incroyable dans la réalité. Puisque si on descend, Camille, je ne sais pas si tu veux descendre vers le deuxième tour de la draft. Voilà, on descend. Et là, on a la sélection des Bears de Chicago qui est en 46e position. Ils sélectionnent Adam Shaheen, Tayen, donc.
bon. Alors, un petit mot sur Adam Shine, Kevin, parce que il a pas vraiment percé hein, en NFL. Non, bah c'est un peu le désastre qu'on peut voir sur certains choix du deuxième tour. Ils se sont complètement trompés. C'est un joueur qui n'a pas du tout confirmé en NFL. Voilà, finalement pas grand-chose à en dire tellement il s'est peu passé de choses pour lui en NFL. Alors, il a joué plus fullback que tight end lors de sa première saison. 12 réceptions, 127 yards, 3 touchdowns, hein. Voilà, ça c'est la réalité. Voilà pour Adam Shine. Donc nous, on va changer tout ça. Donc on a Kyle Shanahan en tant qu'entraîneur, Jay Cutler quarterback, Christian McCaffrey running back. Qu'est-ce qu'on prend au deuxième tour, sachant qu'il y avait beaucoup de playmakers qui étaient disponibles quand on regarde la liste. On a notamment, là je suis en train de regarder, Joe Mixon running back, je vois Cooper Kupp receveur, je vois également, Chris Godwin, receveur de Penn State. Parce que il faut dire, l'effectif des Bears de Chicago, on avait Kevin White en tant que receveur numéro un, futur receveur numéro un. On a Dontre Inman. C'était pas forcément terrible le corps de receveur des Bears à ce moment-là. Non, c'est ça, le corps de receveur des Bears était catastrophique. Bon, après, aller chercher un Joe Mixon alors il vient de subir une affaire de tabassage de femmes dans un bar juste avant la draft, Ah, c'est vrai que c'est- c'était risqué là. Ouais. c'était un peu moyen, mais oui, le corps de receveur était quand même améliorable. Voilà, du Cooper Kupp, du Chris Godwin, ça aurait quand même fait beaucoup plus de bien que voilà, Kevin White, Dontrell Hilliman et Josh Bellamy qui, Hmm. bon, on peut rien leur Josh reprocher, Bellamy. Oh, putain. Ah mais ouais. voilà, c'est Ah, compliqué quand d'aller même. faire une saison NFL avec ce corps de receveur-là, quoi. Donc là, je vois du Zay Jones également qui était dispo parce que on rappelle, hein, les Chicago Bears n'avaient, si on était à la draft, qu'on restait au troisième choix, ils avaient toujours ce fameux 36e choix qui était aux Cardinals d'Arizona et qui leur ont permis de sélectionner Buda Baker. Donc si on était au 36e choix, donc on a Curtis Samuel disponible, Zay Jones était disponible, Jared Everett, un meilleur tie était disponible. Qu'est-ce qu'on aurait pris à ce moment-là? Est-ce qu'on aurait pris quelqu'un? Est-ce qu'on serait descendu quand même pour cumuler des choix de draft? Bah, si on a envie de rester vraiment et de coller au choix de poste qu'ils ont fait à ce moment-là, pourquoi pas le Gerald Everett, effectivement, au poste de tight end qui est intéressant. Après, si on sait tout ce qu'on sait, Ouais. évidemment, Cooper Kupp ou Chris Godwin, ça s'impose. Voilà, donc un des deux, allez, imaginons on prend Chris Godwin, je pense qu'il conviendra mieux, Chris Godwin, à mon avis, hein, Allez, Chris à Godwin. l'effectif de Kyle Shanahan. Donc on aura coach Kyle Shanahan, quarterback Jay Cutler, donc en 2017, dans la saison 2017. On a ensuite en running back Christian McCaffrey et en receveur Chris Godwin, tout ça accompagné de Kevin White, de Jordan Howard. Alors Jordan Howard, c'était un running back puissant, hein. C'était pas un running back qui va faire des zigzags un peu partout et éviter les plaquages. C'était un mec qui fonçait tout droit, qui faisait quelques fumbles par-ci par-là. Voilà, les Eagles et Victor Rouillet pourraient en témoigner. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, voilà, avec ça, voilà, on a fait un peu la draft 2017. Bon, c'était peut-être un peu rapide. Donc, avec tout ça, Kevin, est-ce que tu penses que les Chicago Bears n'auraient pas eu à drafter Justin Fields ni à drafter Caleb Williams aujourd'hui? Oui, bah probablement. Dans les faits, ça laisse penser qu'ils partent d'une base quand même beaucoup plus solide, qui leur permet même de viser le titre sur les 4 5 années qui vont suivre, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs assez extraordinaires dans cette équipe. Mhm. S'ils suivent notre plan. Donc oui, c'est clairement, ils allaient vers un meilleur avenir que ce qu'ils ont connu par la suite. Et puis, imagine, il reste au cinquième tour, il sélectionne Tarek Cohen, le duo Christian McCaffrey, Tarek Cohen. Là, ça peut faire tourner les têtes des coordinateurs défensifs. Surtout que le coordinateur défensif des Bears, c'était Vic Fangio. Il avait quand même une belle défense, Chicago. Il leur manquait plus que l'attaque. Voilà, clairement, pour devenir peut-être un prétendant pour les playoffs. Voilà, ne serait-ce rien que ça. Mm. Donc, avec Kyle Shanahan, avec Jay Cutler en tant que quarterback voilà, de transition, ils peuvent peut-être aller chercher un quarterback juste après, peut-être à la draft 2018, où là, la QV était bien meilleure. Donc voilà, donc le conseil, hein, Kevin, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est toujours d'être patient avant de prendre votre futur quarterback de franchise. Oui, bien sûr. Et puis surtout, essayer de voir le quarterback comme la cerise sur le gâteau, la touche finale d'un projet de reconstruction.
Hmm. Mettre un jeune quarterback au milieu d'une équipe complètement brisée et en reconstruction, c'est jamais un bon calcul et ça se termine souvent mal. Les Bears en sont quasiment à leur troisième quarterback gâché comme ça. Donc, Voilà. Donc, et malheureusement, dans la réalité, bah, les Bears, ils ont accumulé les quarterbacks, pardon, Mitch Trubisky, Justin Fields, Caleb Williams, et encore, j'en oublie d'autres hein, qui sont passés derrière oui, Andy Dalton, il me semble. oui. Bah ça, t'as cité les jeunes, il est arrivé via la draft, mais bon, les vétérans, ça s'est pas Ouais. mieux passé. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a Andy Dalton notamment qui est passé par là, il me semble, hein. Il y avait d'autres quarterbacks que j'ai oubliés depuis. Mais voilà, alors je regarde les réactions dans le chat. Trubisky, c'est le Daniel Jones de Chicago. Des coups d'éclat, mais que des shuffle pass. Sinon, c'est Pick 6. Ouais, et puis il y avait quand même des coups d'éclat, hein, Mitch Trubisky, hein, quand même, hein. Faut se rappeler quand même que Mitch Trubisky, il est vu comme le meilleur prospect quarterback depuis Andrew Luck. C'est un quarterback quasiment parfait, le gendre idéal, pas d'histoire. Mm, mm, Voilà, peut-être trop parfait justement, et puis c'est ça qui lui a manqué. Un peu, il manquait peut-être cette grinta et cette rage de vaincre, mais Trubisky, c'était extraordinaire quand il se présentait à la draft. mm. Ouais, il manquait une protection aussi à Andrew Luck, sinon il n'aurait pas pris sa retraite, je pense aussi. Oui, à l'époque, Reed Hasham, bah oui, à l'époque, vous pouvez pas savoir, franchement, bah oui, et c'est ça la beauté de la draft, hein. Il y aura encore le cas, encore cette année 2025, c'est ce qui fait la beauté de ce sport, hein, de la NFL. Tu vois, tu peux être drafté en 10e position par les Kansas City Chiefs, le développer et devenir le meilleur quarterback aujourd'hui dans un très bon système qu'a développé Andy Reid. Voilà, parce qu'on va pas retourner vers le futur et dire ouais, je vais prendre Andy Reid comme entraîneur de Chicago. Ce serait un peu de l'utopie à ce moment-là. Mais oui, depuis, oui, comme dit Lalissem, depuis Grossman, oui, il n'y a rien. Bah oui, depuis, coach légendaire des Bears de Chicago, et il y avait plus grand-chose. Alors, Marie 12-12, n'y a-t-il pas plus de buzz de quarterback first pick que de grande carrière? Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Je pense que le ratio est plus de 70-30. Voilà, par là. Les quarterbacks au premier tour qui réussissent, je ne veux pas dire qu'ils sont rares, mais il y a plus de chances de réussir. Voilà. Ceux qui ont des quarterbacks au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième tour, ce sont des quarterbacks voilà, qui n'ont pas forcément de potentiel pour être un quarterback titulaire, mais ils doivent être dans la bonne équipe. Par exemple, Drew Brees, c'était son cas. Brock Purdy, c'est son cas également. Kevin, tu ne me diras pas le contraire. Et, Tom euh, Brady aussi, et, non? et Tom Brady, ah oui, Tom Brady, bah oui. Sixième tour, bah oui, Tom Brady. Sixième tour. Ouais, ouais, sixième tour. Alors, Nolive 9, je prends en cours, vous enterrez déjà Caleb Williams. Non, c'est pas forcément on enterre déjà Caleb Williams, c'est reconstituer la draft 2017, enfin la draft des Bears, l'intersaison des Bears 2017, pour ne pas justement drafter Caleb Williams pour plus tard. Voilà, et Caleb Williams serait sans doute peut-être parti dans une autre franchise où il sera peut-être meilleur que ce qu'il est chez les Bears de Chicago. Donc, c'est donnant-donnant. Donc voilà, donc ce qu'on voulait dire sur le thème de la semaine sur les Bears de Chicago et donc sur ce retour vers le futur. Il y aura d'autres intersaisons hein, qu'on fera, il y a d'autres équipes qu'on fera. N'hésitez pas dans le chat à me dire quelle équipe vous voulez faire pour la suite, en tout cas de notre série sur retour vers le futur. Donc là, c'était une spéciale Chicago Bears 2017. Donc, Kevin, on a fait le tour de notre thème de la semaine et maintenant, on va passer à notre thème préféré avec notre partenaire de part en ligne, Unibet. Kevin, la semaine dernière, c'était un poil meilleur, il me semble, hein. C'est ça, on a fait du 3 sur 3. Je m'en souviens plus ce qu'on avait Non, on n'a pas parié. fait du 3 sur 3 malheureusement. Ah, malheureusement, ah Non. bah non, mince, on l'a pas fait, on l'a pas fait. Donc, n'oubliez pas, vous avez le lien donc des paris Unibet qui est affiché sur le chat. Kevin, parmi les cotes simples, bah justement, on parlait de Patrick Mahomes et ce sera assez simple pour lui du côté des Browns ou pas? Simple, non. On a des Browns très accrocheurs en ce moment, des Chiefs un peu sur courant alternatif, mais quand même. Ils doivent enchaîner pour assurer définitivement ce first seed du côté de l'AFC et je les vois quand même s'imposer. Oui, parce qu'il y a la première place de la conférence américaine et on est d'accord, ils n'ont toujours pas gagné la FC West, hein.
si j'ai bien compris. Je ne crois Hmm, pas. je ne Non, crois pas non plus, non. non, je ne crois pas. Il reste 4 matchs. Oui, non, je ne crois pas. Sûr, il reste 4 matchs. Une victoire et une défaite des Broncos de Denver. Et normalement, Ah non, une défaite, pardon, des Chargers de Los Angeles. Et normalement, la division ne devrait pas leur échapper. Donc, ensuite, donc, on parie sur les Chiefs de Kansas City à 1,40. Ensuite, on va du côté encore de la FC West avec les Broncos de Denver. Ouais, les Broncos qui retrouvent les Colts, bon, ça paraît quand même quelque chose d'assez aisé pour eux de se trouver le chemin de la victoire face à ces Colts, surtout avec leur défense. On se demande un peu par où les Colts vont passer pour marquer des points. Ah oui, la cote à 1,42 des Denver Broncos, bien, bien favori hein, face aux Colts Indianapolis. Alors que moi, je pensais que c'était vraiment un match qui pouvait être serré. Les Broncos, une victoire et les playoffs seraient, allez, on va dire, quasiment acquis pour l'équipe de Sean Payton. Et puis, pour terminer, dernière cote, là, on bascule en conférence nationale avec le match du Sunday Night Football. Oui, ben on va essayer de faire un peu gonfler cette cote globale pour le combiné des trois matchs. Il faut prendre un peu plus de risques, donc ben, on va suivre un peu les Packers qui sont en bonne forme et puis qui semblent quand même supérieurs dans à peu près tous les compartiments du jeu face aux Seahawks. 1,65 la cote des Green Bay Packers sur les Seattle Seahawks. Pareil, comme les Broncos, je pensais que ça aurait été un match un peu plus serré qu'on le croit. Mais non, Unibet voit les Packers bien favoris. Et donc, bah, pour notre combo simple, on mise sur cette cote-là. Et donc, avec les Packers à 1,65, les Broncos à 1,42 et les Chiefs à 1,40, si on mise 5 euros, on gagne 16,40 €. Voilà, donc vous avez 16,40 € dans la poche. Ça, c'est cool. Voilà, vous pouvez déjà nous remercier tout à l'heure, peut-être, si possible. En tout cas, lundi matin. Voilà. Vous pouvez nous laisser un mot. Voilà donc pour notre combiné simple. Maintenant, on va passer à notre combiné, le combiné qu'on adore. Le combiné, on prend des risques. Le combiné YOLO. Alors, on a notre argent en poche, Kevin. Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent On va tout d'abord aller en NFC Est avec les Dallas Cowboys. C'est le premier match d'ailleurs affiché. Oui, si on m'avait dit en début de saison que les Panthers seraient favoris contre les Cowboys à un moment dans la saison, je l'aurais pas cru. Mais c'est pourtant Mhm. le cas aujourd'hui. Malgré tout, j'ai envie de Ah ouais, tenter je les vois Cowboys ça. dans cette cote qui ont quand même une très grosse cote dans ce match. Ah ouais, 2-11 effectivement, et les Panthers à 1,65. Ah, t'as Kyerson79 qui dit c'est dingue, Kevin mise quasiment toutes les semaines contre Seattle. À vérifier. Non, je ne crois pas, mais ok. Je sais pas. Donc, il faudrait voir, faudrait voir. Donc, Si c'est le Dallas cas, c'est un Cowboys. hasard. Ouais, c'est un hasard, ouais. 2-11. Donc, du côté des Cowboys, c'est vrai que la cote, elle est bien élevée. Après, c'est vrai qu'ils avaient dit sur les réseaux sociaux que les Panthers étaient bien favoris contre les Cowboys de 3 points, notamment. Waouh, j'ai envie de dire. Euh, je crois que là, les Panthers favoris, je pense qu'il faut l'encadrer hein, à un moment. Hein. Je pense qu'il va C'est falloir. impressionnant. Ouais, faut mettre ça dans un cadre en or, je sais pas. Bref, c'est assez incroyable. Euh, le match qui nous intéresse, enfin qui va intéresser, je pense, tout le monde, hein, notamment à 22h25, c'est le match entre les Lions et les Bills. Et quand on regarde les cotes, on voit les Bills outsiders. Ouais, bah les Bills qui nous ont gratifié d'un festival offensif la semaine dernière face aux Rams, on pourrait revoir la même chose face aux Lions. Et ouais, je suis les Bills cette semaine. Voilà, quand on voit une équipe de cette qualité ne pas être favori, c'est toujours intéressant de tenter quelque chose. Et puis surtout que les Lions ont des blessés. Et oui, ils ont des blessés en défense. Donc, alors après, est-ce que l'attaque des Lions va être meilleure que les Bills? Ça, on va tenter de décrire dans l'avant-match. Mais ouais, la cote à 2,10, ça vaut le coup, je pense. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Je vous conseille de miser sur les Bills si vous avez vraiment le goût du risque, comme on dit dans cette catégorie YOLO. Donc, après les Bills, l'AFC Nord avec. Alors, il y a Gigi Tweak hein, qui a vraiment insisté hein, pour une victoire de Pittsburgh. Et ben, je pense qu'on va lui donner.
cette victoire de Pittsburgh parce que là, je vois la cote à 2,90 face aux Eagles à 1,36. Ouais, la cote est incroyable pour les Steelers, qui sont l'équipe un peu surprise de cette saison. Et voilà, les Eagles, on verra, il y a du bon, du moins bon. Et face à une défense aussi accrocheuse, j'ai envie de croire que les Steelers peuvent le faire avec cette cote-là. C'est vraiment intéressant. Ouais, 2,90. Un Jalen Hurts pas tellement performant, on va dire, mais heureusement, il a des receveurs et il a Saquon Barkley. En gros, si Saquon Barkley fait un grand match, en tout cas, je spoil un peu l'avant-match, les Eagles l'emporteront. S'il est bloqué, il y a de grandes chances que Chris Boswell mette beaucoup de coups de pied pour une victoire 18-9. Voilà, je spoil déjà le futur, mais voilà. Donc, ça fait 2,90 pour cette cote des Steelers, et donc avec une cote de 2,90 pour les Steelers, une cote de 2,10 pour les Bills et une cote à 2,11 pour les Cowboys de Dallas. Si on mise 5 euros, ça fait 65 euros de gain potentiel. Là, 65 euros, c'est pas un mini YOLO là par rapport à ce qu'on avait précédemment? Je sais pas, non, je pense que c'est à peu près dans les normes de ce qu'on fait habituellement. D'accord. Je vois les Giants, par exemple, à 7,80. C'est ça, c'est vraiment pour les gens qui aiment plus que le risque, là, je trouve. Pour les gens qui aiment dépenser inutilement. Ah ouais, voilà, c'est ça, exactement. J'essaie de voir une autre cote un peu what the fuck. Non, j'en vois pas, bah, par contre, hein, parce que sinon les Peut-être autres. tes Titans qui profitent encore des errements des Bengals, éventuellement. Ah, 2,88? Ouais, non, j'y crois pas trop. En tout cas, on verra bien dans l'avant-match, Ou mais ou les Jaguars qui profitent aussi des Jets qui lâchent un peu leur saison. ouais, les Jaguars, ça a été mentionné par Richelieu 31. Ouais, les Jaguars, donc c'est à 19h, il me semble. Voilà, les Jaguars qui reçoivent les. Ah oui, 2,36 pour les Jaguars, ah ouais. Mhm. Hmm. Pourquoi pas? Sinon, le match sur M6+, on ne l'a pas mentionné, clairement, Non? puisque c'est le match entre les Texans et les Dolphins. Les Texans qui ont une opportunité d'aller en playoff en gagnant ce match contre les Dolphins, en remportant tout simplement l'AFC Sud, mais il faut que les Colts d'Indianapolis perdent. Ça, le scénario est quand même assez probable. Par contre, pour que les Texans gagnent, là, il faudra vraiment essayer d'être plus convaincant que les semaines précédentes. Donc, si on va sur ce match, Kevin, dans les joueurs individuels, on a mentionné son nom. Non, on n'a pas mentionné son nom, pardon. Il y a quelques minutes. On va aller du côté des Dolphins, où là, tu vois l'attaque au sol des Dolphins mettre un touchdown. Oui, bah avec le running back Devon Achane qui est toujours très efficace et en plus qui est très utilisé par Tua Tagovailoa aussi à la passe. Donc il peut marquer de différentes façons et il a quand même une cote suffisamment haute pour mettre un peu d'argent dessus. Voilà, c'est ça. Donc, la cote à 1,88 de Devon Achane. Et c'est vrai que Devon Achane est en train vraiment d'empiler les touchdowns. Il est en train aussi de réveiller certains joueurs fantasy qui l'ont dans leur ligue. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne cote voilà, pour gagner des sous avec, avec Devon Etchan. Je vois aussi la cote de Nico Collins à 1,92. Et toi, Kevin, tu vois bien si Stroud lui lancer une bonne bombasse pour aller le chercher. Oui, effectivement, Nico Collins qui est l'arme plus que préférentielle de CJ Stroud. On dirait par moment qu'il ne voit que lui sur le terrain. Donc oui, clairement, s'il y a touchdown, Nico Collins c'est le grand favori côté Texan pour y aller. Derrière Joe Mixon, mais Joe Mixon a une cote un peu trop basse à mon goût. Peut-être si vous voulez parier sur Joe Mixon, allez sur un 2 touchdowns ou plus de Joe Mixon qui est vraiment plus haute. Mais voilà, sinon, pour avoir une cote intéressante, Nico Collins s'impose. Ah oui, 1,52, c'est vrai que c'est bas pour Joe Mixon, mais il faut dire Il qu'il marche bien. cartonne, on va dire, dans ce domaine. Ouais, il cartonne dans ce domaine, ça c'est sûr. Mais 1,92 pour un Nico Collins qui commence petit à petit à retrouver le rythme. Ça devrait le faire. Pareil, je fais souvent des parallèles avec la fantasy, mais pareil, là, il est en train peut-être de sauver votre saison pour ceux qui l'ont en fantasy, Nico Collins. Donc voilà pour les marqueurs de touchdown. J'en ai oublié un, Kevin, parmi les Oui. marqueurs de touchdown, parce que toi, tu ne vois pas Tyreek Hill, mais son alter ego, le pingouin, Jalen Waddle.
Ouais, Jalen Waddle qui a vraiment une très très jolie cote hein, pour un receveur de cette qualité-là. J'aurais aimé Jonnu Smith, mais il n'était pas dans la liste, étonnamment. Lui qui marque souvent et Ah, qui a aussi il est dans marqué. la liste, hein. Ah, Il il est est à dans la trois liste dix là. maintenant? Il est juste Ok, en tout à dessous. l'heure quand j'ai regardé, il y Ah, était pas. Bon. d'accord. Que... Ah, ouais, Donc ok. je basculerai peut-être sur Jonnu Smith finalement, qui Ah! semble être une. Bah, on va Est- basculer, allez, on va faire la bascule. On va pas prendre Jalen Waddell, on va prendre Jonnu Smith, alors à 3-10. qui était pas dans la liste tout à l'heure et qui est vraiment intéressant. C'est lui qui marque le touchdown de la victoire la semaine dernière face aux Jets d'ailleurs. Voilà, Mhm. c'est quelqu'un qui sort du lot depuis qu'il a rejoint les Dolphins. Ah oui, oui, clairement, Jonnu Smith, je vois beaucoup son nom dans les touchdowns, hein. Je vois aussi beaucoup son nom parmi les joueurs à prendre en fantasy aussi. Donc, non, mais oui, Oui, Jonnu Smith, ouais, ouais, c'est intéressant. Toi, Tagovailoa va trouver une bonne cible au poste de talent. Donc, si on mise sur Jonnu Smith, voilà, ça a été mis également par Camille. Donc, Devon Achane, Nico Collins et Jonnu Smith. On espère que Alain et Raphaël vont voir des touchdowns aériennes, des touchdowns à réception, pardon, on va dire à Gogo, et qui vont passer un bon moment. Et donc, avec ça, et grâce à M6 Plus et à TD Actu, vous pouvez peut-être gagner 66 euros. Voilà. En misant 5 euros bah, sur ces marqueurs de touchdown. Et j'ai encore oublié un truc, Kevin, décidément, puisque on a un petit bonus aussi dans nos paris et qui concerne justement Joe Mixon. oui, Joe Mixon, qu'on a un peu délaissé sur les touchdowns, mais voilà, Unibet, depuis quelques semaines, nous propose les stats individuelles et la cote est plutôt intéressante pour un Joe Mixon qui dépasse 77 yards à la course. Alors, oui, je vois. Alors, c'est marrant, dans les Houston Texans, la première personne qu'on propose parmi les gardes à la course, c'est CJ Stroud. Donc, je ne sais pas trop comment le prendre. Mais après, alors toi, tu mets plus de 77,5 yards à la course, c'est bien ça? Oui, pour Joe Mixon. Donc, plus de 77,5 yards à la course. Donc, c'est une cote à 1,76, hein, si j'ai bien compris. Voilà, Camille qui l'affiche Exactement. également. Voilà, 1,76, donc plus de 77. Donc, toi, tu vois un match où Joe Mixon dépassera les 100 yards face à la défense au sol des Dolphins. Oui, bah, c'est fortement possible. C'est quelqu'un qui court aussi énormément, hein. C'est quelqu'un qui fait toujours 15 à 20 courses par match. Donc, c'est un running back d'une qualité quand même qui lui permet d'accumuler les yards même contre des bonnes défenses. Ah bah, on espère, Kevin, que Joe Mixon aura regardé cette émission et qu'il va suivre pleinement tes conseils et qu'il va faire plus de 77,5 heures. Donc, s'il fait 78, c'est bon. C'est ça. Là, c'est validé. Ok. 77, c'est pas bon. 78, c'est bon. Et ben voilà, voilà. Pour ceux qui pourraient avoir un litige là-dessus, ouais, parce que c'est souvent un sujet à confusion, ce genre de statistiques et ce genre de paris. Donc, on préfère vous prévenir avant que vous puissiez placer votre pari, puisque je vous rappelle hein, que le pari, ça reste un jeu. Donc, si vous sentez que vous perdez le contrôle, il y a des numéros pour vous faire aider sur les sites de paris également que vous pouvez retrouver. Merci Kevin donc pour ces paris. Voilà, d'ailleurs ça fait 143 euros si on gagne cette combinaison qu'on vient de faire. En plus, voilà des trois. Donc ça fait 140 euros au total. Pardon, pas en plus, c'est 50 au total. Donc c'est déjà pas trop mal. Rien qu'avec le match de M6 juste après. Donc le fauteuil Texan contre les Dolphins de Miami. Kevin, on bascule et on arrive petit à petit à 19 heures. On arrive vers les matchs et Camille qui nous affiche bah, les scores hein, où je suis en tête. Voilà, clairement, vous pouvez le constater. Voilà, c'est magnifique. Non, mais Raphaël qui est en tête, c'est de la triche, il ne faut pas le dire. Non, non, je fais en tout cas, il nous écoute. Et Raphaël qui est au commentaire, je rappelle, du match sur M6+. Alors, pour cette semaine à 19h, on a notamment le match sur M6+, entre les Texans et les Dolphins. On a également les Browns contre les Chiefs. On a les Bengals qui se déplacent chez les Titans. On a les Commanders qui se déplacent chez les Saints. On a les Ravens qui se déplacent chez les Giants. Pour ces quatre matchs, il y a une unanimité. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a également unanimité sur ces quatre matchs? Oui, quand même, les quatre équipes paraissent nettement favoris. Bon, on n'est jamais à l'abri avec les Chiefs qui sont un peu moyens en ce moment face à des Browns, c'est un peu mieux. Et puis les Titans qui peuvent aussi créer la surprise face aux Bengals.
mais clairement, les favoris sont clairement identifiés et identifiables. Toi, tu penses donc que les Bengals, par exemple, ne vont pas s'écrouler face aux Titans? Là non plus. Non, je pense pas. Peut-être que Joe Burrow a envie de continuer à aligner les grosses stats et Jamar Chase peut-être aller vers des records statistiques aussi. Donc Ah voilà, il y a bah encore oui. des petites choses à jouer. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses à jouer. Et peut-être, pourquoi pas les 2 milliards pour Jamar Chase. Il en est à 1300, il me semble, 1319 yards à la réception. Il lui reste 4 matchs. Voilà, pour faire Pourquoi 2 pas? milliards. Bon, ça risque d'être compliqué quand même, mais je rappelle que Calvin Johnson a flirté avec les 2 milliards alors qu'il n'a fait que 16 matchs, hein. Donc, Ouais, c'était ouais, extraordinaire. ouais, c'était incroyable, franchement. Très grand sur un Mégatron, comme on dit. Sinon, on a trois autres matchs à 19h. On a les Panthers contre les Cowboys. On a les Jaguars contre les Jets. Et donc, ce match sur M6 entre les Texans et les Dolphins, où là, par contre, c'est un peu plus serré en termes de pronostic de la rédaction. Les Texans, justement, qui peuvent se qualifier pour les playoffs si Houston gagne, mais il faudrait que les Colts perdent pour qu'ils se qualifient. Donc, c'est pas la seule condition. Est-ce que toi, tu vois les Texans se qualifier dès ce soir, ou est-ce que tu vois tout de même les Dolphins faire une surprise? Non, j'ai tendance à croire aux Dolphins. On voit Tua Tagovailoa monter en puissance et redonner vie un peu à cette attaque et à la franchise dans son ensemble. Les Texans qui sont pas rassurants, CJ Stroud qui clairement est moins bien que sur sa saison rookie et on sent que Mhm. c'est plus difficile pour eux. J'ai envie de croire que les Dolphins peuvent le faire et continuer à croire aux playoffs. Et donc, bah, tu crois au playoff? Est-ce que. Alors, on a Jaguars Jets, où là, il n'y a pas de playoff en jeu. Il y a plus des enjeux peut-être de premier choix de draft, quoique. Je pense que voilà, moi-même et Jean-Michel croyons à une troisième victoire, non, à une quatrième victoire, pardon, des Jaguars. Tout le monde pense que le reste pense que les Jets vont se réveiller après leur défaite la semaine dernière. Et sinon, il y a ce match donc où on voit les Panthers favoris face aux Cowboys à domicile. Oui, ça peut t'étonner, Kelly, je te vois faire les gros yeux. Alain et moi-même pensent que les Cowboys vont quand même respecter voilà, leur supériorité. Mais les Panthers sont sur une bonne forme et font des prestations plus que convaincantes depuis quelques semaines. Oui, les Panthers qui accrochent de très bonnes équipes ces 3 dernières semaines, mais qui continuent à perdre. Donc, je ne sais pas vraiment. Voilà, les Cowboys restent quand même une bonne équipe. Cooper Rush est loin d'être un mauvais quarterback remplaçant. Voilà, Mm, je pense toujours que les Cowboys sont favoris de ce match, mais oui, mm. c'est sûr que les Panthers ont montré de belles améliorations ces derniers temps. Les Cowboys qui sont toujours en course pour les playoffs, mathématiquement. Après, ça va être dur. ça, ça va être très dur. Donc voilà pour les matchs à 19h. Maintenant, on va passer au match de 22h. Et là, il y a du lourd, du très très lourd même. Alors, on va commencer par le moins lourd, on va dire, avec le Broncos contre les Colts. Ensuite, on a également les Cardinals contre les Patriots. Et puis, on a les Chargers contre les Buccaneers. Allez, les Chargers contre les Buccaneers, je vais peut-être le basculer à la partie un peu plus lourde, on va dire. Mais on voit une unanimité pour les Broncos contre les Colts et pour les Cardinals contre les Patriots. Est-ce que tu es aussi de cet avis? Oui, c'est quand même deux équipes largement supérieures à leur adversaire. Ça paraît compliqué de voir un autre destin pour ces deux matchs. Et sinon, bah, les trois autres matchs. Alors, on va commencer par d'abord le Chargers contre les Buccaneers avant de monter un peu crescendo dans les affiches. Là, c'est une rencontre très serrée. Il y aura une attaque des Buccaneers très aérienne, on va dire, avec un jeu au sol qui commence à faire un peu son trou. Bucky Irving, en plus, joue. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Buccaneers. Et l'attaque au sol, un peu à gogo de l'équipe des Chargers, mais avec quand même quelques petits de passe aérienne de Justin Herbert pour Lad McConkey ou encore pour Quentin Johnston, voire pour d'autres joueurs, enfin, je ne sais plus les noms, Joshua Palmer notamment. Bref, sur ce match-là, ça paraît plus avec qu'on croit. Euh, voilà, est-ce que les Chargers vont mettre un coup d'accélérateur pour notamment pour se qualifier pour les playoffs? C'est vraiment un match compliqué à analyser.
on a quand même une attaque des Buccaneers qui est intéressante. Un Mike Evans qui est en pleine course pour aller faire une nouvelle saison à plus de milliards. Je pense que c'est sa 11e consécutive ou quelque chose comme ça. Alors, ça va être compliqué là. Alors, je Oui, vais chercher mais, quand même, mais vas-y, continue. mais oui, ça va être compliqué. Il doit aligner des très très grosses performances pour le faire. Mhm. C'est vrai que la défense des Chargers est très bonne et dans ces cas-là, on a plutôt tendance à aller vers la meilleure défense pour stopper l'attaque. Donc, ouais, je suivrai quand même les Chargers sur cette affiche. C'est marrant parce que, alors, Mike Evans, là, j'ai regardé, 43 réceptions, 590 yards, mais 7 touchdowns. En fait, pourquoi je dis mais? Parce qu'il en met pas souvent des touchdowns. Par exemple, en 2022, il fait quand même 1124 yards, mais il met 6 touchdowns seulement. Tu vois? Et là, Ouais. il en met déjà 7, mais en moins de yards. Voilà. Donc, ça prouve qu'il est. Enfin, ça reste l'un des meilleurs receveurs de la ligue, Kevin, quand même. Oui, il a eu quand même pas mal de matchs d'absence, ce qui explique les yards un peu en baisse cette année. Et donc, les deux meilleures affiches pour moi, et je sais pas si pour toi aussi c'est le cas, je pense aussi, de 22 heures. C'est tout d'abord le match entre les Eagles et les Steelers de Pittsburgh, les Eagles de Philadelphie, pardon, et les Steelers de Pittsburgh, où là, on voit une unanimité, sauf Jean-Michel, qui pariait pour les Steelers, qui voit un match défensif. Les autres voient l'attaque des Eagles prendre le dessus peut-être sur les Steelers de Pittsburgh. Tu vois quel type de match, toi, sur ce match entre les Eagles et les Steelers? Un match passionnant, honnêtement, une opposition de style vraiment très intéressante. Ça va être vraiment sympa à suivre. Mais là encore, j'ai envie de favoriser la meilleure défense des deux, ce qui semble être les Steelers sur ce match. Et en plus, on a un Russell Wilson qui est en pleine résurrection avec ses Pittsburgh Steelers. Donc j'ai envie de voir ça et je pense que les Steelers peuvent le faire. Camille, je ne sais pas si tu peux lancer un sondage, parce que vu qu'il y a égalité dans la rédaction, j'aimerais bien que tu lances un sondage pour le chat, pour ce match, qui est un peu, peut-être, hein, peut-être le futur Super Bowl, qui sait, entre l'une des meilleures équipes de la conférence nationale, c'est-à-dire les Lions, et l'une des meilleures équipes de la conférence américaine, c'est-à-dire les Buffalo Bills. Là, égalité au sein de la rédaction. Kevin, ton analyse de cet avant-match entre les Lions et les Bills qui, franchement, euh, fait, euh, fait clairement saliver pour tout fan NFL. Ouais, bah déjà, je pense que tout le monde serait heureux de retrouver ça au Super Bowl. Deux équipes explosives et deux équipes qui n'ont jamais gagné le titre en plus, donc ce serait forcément sympa de les voir au Super Bowl. Mais oui, ça va être super intéressant à Josh Allen, qui est des mots manquent pour décrire le niveau qu'il affiche cette saison face à des Lions super complets, un jeu au sol parmi les meilleurs qu'on ait vus ces dernières années. Ça va être vraiment sympa. Je pense que les Bills partent légèrement favoris quand même. Les Lions, tu l'as dit, ils sont blessés, ils commencent à fatiguer un petit peu. Je pense que Mhm. les Bills peuvent le faire et ils doivent le faire aussi pour continuer à croire au first seed justement face aux Chiefs. Oui, parce que je rappelle hein, que ceux qui terminent premier de la conférence américaine ont une semaine de repos avant d'entamer leur playoff. Alors, je vois, j'ai un commentaire, j'ai Marie 12 qui dit les Bills vont flinguer mon combiné la semaine dernière en revenant sur les paris. Bon, Comme beaucoup de Marie, monde. si tu mises. Ouais, si tu mises encore sur les Bills et qu'ils perdent encore 44-42 cette semaine, t'es peut-être la chaland. Voilà, qui sait. Bon, bref. En tout cas, Lions contre Bills, 22h25, ça va être un match passionnant. Voilà. Que ce soit défensif ou offensif, vous allez probablement voir un match plein d'enseignements. En tout cas, sur ce match-là, c'est Marc Orfila qui a arrêté du résumé, quel vénard. Voilà, ouais, pour ce match entre deux des meilleures équipes de cette saison 2024. Alors, c'est pas un match du Sunday Night Football, malheureusement, et Dieu merci, mais ce match de Sunday Night Football est tout aussi passionnant parce que ça reste quand même un match très serré entre les Seattle Seahawks et les Green Bay Packers. Les Packers qui ont une belle attaque, qui ont aussi une belle défense. Les Seahawks qui commencent un peu à monter en puissance. Le match est bien indécis, Kevin, malgré une meilleure, on va dire que la rédaction voit quand même en majorité les Packers.
Ouais, bah, les Packers voilà, ils sont troisième de leur division, qui n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Les Seahawks non plus, qui ont le souffle chaud des Rams derrière eux dans la NFC West. C'est vraiment deux équipes qui n'ont pas le droit de perdre. Il y en a une qui va devoir le faire. C'est vraiment pas évident, mais les Packers me semblent quand même un léger cran au-dessus sur à peu près tous les compartiments du jeu. Et je vais quand même suivre les Packers sur cette affiche. Je vais récapituler également le scénario pour que les Packers aillent en playoff. Déjà, il faut que les Packers gagnent ou que Atlanta perd ou fait match nul. Et après, il fallait aussi que San Francisco, Los Angeles Rams se termine par un match nul. Bon, là, je pense que Ça, c'est raté. c'est raté. Mais Atlanta perd, on fait match nul, ça c'est possible, hein. On verra dans l'affiche tout à l'heure des Falcons. Mais ouais, ce match-là promet d'être d'être assez serré. Attendez-vous quand même à un match peut-être défensif. Voilà, avoir des interceptions aussi du côté de Jordan Love ou de Geno Smith. Ils sont habitués à ça. Voilà. Même si c'est un C'est peu vrai. moins le cas pour le quarterback des Seahawks ces derniers temps. Deux matchs de Monday Night Football. Ça y est, le retour, hein, des deux matchs le lundi soir. Bon, c'est pas forcément les meilleurs matchs sur le papier. Il y a un peu de déséquilibre dans ces deux matchs. Tout d'abord, les Falcons qui se déplacent chez Las Vegas Raiders. Concrètement, les Raiders, maintenant, c'est quoi le but? Est-ce que c'est de gagner quelques matchs par-ci, par-là? Ou est-ce que c'est tester les jeunes joueurs afin de voir ce qu'ils valent pour la saison prochaine? Oui, bah, c'est vraiment de tester quelques jeunes joueurs. On sait que Max Crosby va rater ce match et potentiellement le reste de la saison aussi. Ils loupe le reste de la saison. Et C'est ça y est, c'est officiel. officiel. Ok. Mhm. Donc c'est très compliqué pour eux. Maintenant, c'est juste se tester. On rappelle, il n'y a pas de tanking en NFL. Donc, ils vont pas chercher à perdre, en théorie. Normalement. Mais ça va être compliqué pour eux. Et les Falcons ont quand même une belle opportunité là de se relancer et que Kirk Cousins montre qu'il Mhm. est toujours au niveau d'un titulaire en NFL. Ouais, s'il y a défaite des Falcons, est-ce qu'on va voir Michael Penix Jr. Finalement? Je pense qu'il est vraiment pas loin de rentrer sur le terrain. Ouais. Mhm. On verra bien. On verra bien, mais c'est vrai que l'ombre de Michael Penix Jr. Maintenant plane sur Kirk Cousins. Enfin, j'aurais jamais cru dire cette phrase en semaine 15 de la saison des 24. Moi qui pensais qu'il était installé, que tu vois, le début de saison était bien du côté des Falcons. Et là, Ouais. ouais, c'est vrai que c'est un peu triste d'avoir les Falcons en ce moment. Et en plus, vu le talent qu'il y a quand même dans cette équipe, ça m'attriste encore un peu plus. Euh, et puis pour terminer, la NFC Nord, bah les Bears, justement, on en parlait dans le thème de la semaine, on les oublie pas même. Face aux Vikings de Minnesota. Alors à part Jean-Michel qui a misé sur un gros match peut-être de Caleb Williams, les autres misent sur une victoire peut-être, alors sur le papier qui peut être logique du côté des Vikings. Les Vikings, en tout cas, doivent s'imposer ou faire match nul pour se qualifier pour les playoffs en conférence nationale. Ouais, et puis les Vikings qui sont finalement qu'à un seul match des Lions dans cette NFC Nord. Ils n'ont pas du tout abandonné l'idée de gagner cette division. Bon, les Bears, ils en ont quand même pris 34 face à San Francisco la semaine dernière. Donc ça peut être compliqué pour eux de tenir face à Justin Jefferson, Sam Darnold, même Jordan Addison qui revient très très bien et très très fort en cette fin de saison. Que bon, je suis un peu surpris de ne pas avoir une unanimité. Jean-Michel a été un peu risqué sur ce coup-là, mais ouais, les Vikings semblent se détacher quand même. Ouais, bah après, qui sait, hein, comme je t'ai dit, hein, Calais Williams va peut-être sortir un match à 400 yards à la passe avec Keenan Allen, DJ Moore et Romeo Dunze à la réception. Bon, ok, il a toujours pas de ligne offensive, mais bon, voilà, peut-être qu'il va encore faire. Il va peut-être faire de la magie pour la première fois cette saison. Et qui sait. Voilà. Alors, Grid Hacham qui nous dit bah, chaque fois Seattle n'est pas favori, tu veux quoi de plus Ah non, c'est une réponse Non, j'ai rien dit. Bref. Mais en tout cas, alors Le Gon qui dit j'ai réussi à perdre en fantasy avec Josh Allen la semaine dernière, il faut le faire tout de même. Alors, t'es sans doute pas le seul. Parce que il y en a qui ont perdu avec Josh Allen en tant que quarterback. Moi, j'ai déjà perdu avec Jamar Chase deux fois en tant que receveur, hein. Donc, ça, par contre, il faut le faire. Je pense, vu les performances du receveur des Bengals cette saison.
Je rappelle pour ceux qui ont écouté la fantasy, qui fait partie des trophées pour le MVP. Hein. Le MVP fantasy de cette saison, c'est Kevin, tu ne me diras pas le contraire. Non, absolument pas. Et voilà, on a terminé pour l'avant-match donc, de cette semaine NFL. Kevin, lequel tu vas regarder là, à 19h? Non, je sais que tu regardes le Red Zone, mais lequel conseilles-tu à nos auditeurs de regarder? Peut-être le match sur F6+, Texans Dolphins, ou un autre? Oui, Texans Dolphins, c'est vraiment très intéressant sur M6+, mais les Bengals, c'est toujours très sympa à suivre avec Joe Burrow, Jamar Chase, donc pourquoi pas s'amuser avec du foot offensif sur ce match. Et puis à 22h25, soit Lions Bills, soit Eagles Steelers. Voilà, clairement, parce qu'il y a vraiment du très lourd. On est sur la dernière ligne droite de la saison régulière. Ça Déjà. y est. Et ouais, ah oui, déjà. On est déjà mi-décembre. Hein. C'est bientôt Noël. Hein. C'est bientôt la fin de l'année également pour la NFL. Merci, Kevin, d'avoir été à mes côtés. Et puis, je te dis à bientôt et probablement à la semaine prochaine. Salut, Yes, merci salut! Nitinia, salut. Et Kevin, on va donc le quitter. Et donc, il me reste 10 minutes d'émission. Et donc, c'est le moment de vos questions et de vos réponses donc, dans le chat sur le fauteuil sur cette semaine. Je rappelle que le quiz reviendra la semaine prochaine. Normalement, on a une extension qui devrait fonctionner maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser beaucoup de questions. Alors, Guigui Twig qui a dégainé le premier. Nitinia, tu penses quoi? Polémique Iceman Trophy. Alors, oui, ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. Mais alors, je rappelle déjà pour ceux qui ne connaissent pas le Heisman Trophy, c'est le trophée du meilleur joueur universitaire qui a été décerné à Travis Hunter, receveur cornerback de Colorado, en tout cas la nuit dernière aux États-Unis. Et non, il n'y a pas vraiment de polémique. Travis Hunter a clairement été très bon cette saison. Mais en fait, la polémique est peut-être liée à la saison incroyable d'Ashton Jeanty à Boise State parce qu'il a fait une saison à quasiment 2500 yards à la course. Il a mis des touchdowns. Il a fait un match contre Oregon, l'équipe numéro 1 du pays, qui va peut-être remporter cette NCAA du college football début janvier. Mais il a porté cette équipe de Boise State. Mais le voir deuxième n'est pas un scandale, tout comme voir Travis Hunter gagner. De toute façon, dans les deux cas, Ashton Jeanty qui gagne le Heisman Trophy et Travis Hunter deuxième, ça aurait fait scandale également si on parle là-dessus. Mais je trouve que il y a tout de même une logique de voir Travis Hunter remporter ce trophée, vu la saison incroyable qu'il a fait, que ce soit en attaque ou en défense. Quelle franchise NFL va flinguer la carrière de Travis Hunter? Je ne sais pas, donc à voir. Hein. Déjà, comment il va être utilisé? C'est vrai que ça va être une des questions à suivre. Euh, quelle équipe nulle, c'est décidément le thème, je crois, de ces questions, Darnold va réenterrer sa carrière l'année prochaine. Alors, c'est vrai que Darnold a gagné un contrat NFL pour la saison prochaine, notamment vu sa performance la semaine dernière face aux Houston Texans. Je le vois bien quand même continuer à Minnesota. Après, s'il est assez intelligent, il prend le contrat à au Minnesota Vikings. Parce que JJ McCarthy, peut-être qu'il va développer encore 1 ou 2 ans derrière lui. Et après, il lui prendra sa place. Donc, s'il est assez intelligent, Sam Darnold, et avec les joueurs qu'il a à ses côtés, il doit prendre le contrat que lui proposera peut-être plus tard les Vikings du Minnesota. Par exemple, s'il va aux Raiders ou s'il va aux Giants, pour moi, comme tu le dis très bien, Don Gussy, il réentère sa carrière. Donc il doit faire le bon choix, notamment à ce niveau-là. Oui, comme dit Tars Vedra, il doit faire comme Baker Mayfield. Quel poste en NFL pour Travis Hunter? Décidément, l'un des gros sujets de cette semaine. Moi, je vois receveur, certains le voient cornerback. Moi, je vois bien receveur en 2025. Je vois bien être utilisé receveur. Après, ça ne m'étonnerait pas si la première année, on l'utilisera comme cornerback. Ça dépend de l'équipe où il atterrit.
Voilà. Si l'équipe où il a suffisamment de receveurs pour faire les jeux, il jouera cornerback. Voilà. L'inverse aussi, voilà, ça peut être pareil. Donc voilà. Guigui Twig, dernière question. Après, je vous ferai remercier. Qui sera le free agent le plus convoité? Alors, j'avoue, je n'ai pas regardé les joueurs disponibles lors de la free agency. Ça fera l'objet peut-être d'une preview plus tard sur la free agency. Donc, écoutez bien les podcasts preview menés par Raoul Villeroy. Il y aura Sam Darnold, probablement, du côté des quarterbacks. Après, je pense il y a d'autres coureurs qui vont être free agent, notamment Javonte Williams, le coureur des Broncos de Denver. Voilà, c'est des noms qui me viennent à la tête, mais sinon, je ne connais pas les principaux noms effectivement de la free agency. Il faudrait que je me penche dessus à partir de l'année prochaine. Voilà, mais oui, c'est une période qu'il va falloir surveiller pour l'intersaison 2025. Voilà, il est temps pour moi donc d'aller voir quelques matchs NFL et de vous remercier d'avoir été à mes côtés donc pendant cette heure et demie passée avec moi donc dans cette émission Le Fauteuil. Je vous rappelle tous les dimanches à partir de 17h30. Je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par notre partenaire en ligne de paris en ligne, pardon, Unibet, juste là. Je commence un peu à fatiguer. Je vais peut-être aller boire un peu d'eau voilà, pour faire une bonne conclusion. Voilà, je rappelle que toute l'actualité, c'est sur touchdownactu.com. Je rappelle également que vous avez le Tipeee. Je ne sais pas s'il reste des calendriers. Il reste peut-être encore quelques calendriers à gagner via le Tipeee sur touchdownactu.com. Vous laissez quelques petits sous qui permettent de financer ce podcast et qui permet et financer aussi ce live Twitch. Le fauteuil tous les dimanches à partir de 17h30. Merci beaucoup également à Camille à la technique qui était avec moi. Retrouvez donc toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com, sur les réseaux sociaux, @tdactu, sur Instagram, @touchdownactu. Et retrouvez également tous vos podcasts la semaine prochaine, les débriefs, la preview, les jeunes joueurs, la fantasy, bref, vous savez tout toute la NFL, évidemment, c'est sur touchdownactu.com. Et à bientôt. Salut!